J'ai mon grand-père qui faisait les brocantes et j'ai mon oncle qui faisait les marchés. Moi, je les accompagnais tout le temps. Je vais te donner une petite anecdote. Mon grand-père, il me donnait un prix sur un produit à vendre. Moi, je rajoutais toujours 2-3 euros, je me les mettais dans la poche. Il me disait au-dessus, c'est pour toi. Donc, il m'a donné cette petite expérience et moi, j'y ai pris goût. Un salarié, il va avoir son salaire à la fin du mois, il est dans sa zone de confort encore une fois, il va pas prendre de risques, il va faire son job. Dans tous les cas, s'il fait pas le travail, pire, il va se faire redresser par le patron. Alors que l'entrepreneur, c'est un challenger, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. Une chose, moi, que je répète toujours aux entrepreneurs, c'est que tu dois adapter tes ambitions à la hauteur de ton budget. Si tu as 10 000 euros et que tu veux monter un restaurant qui en réalité en vaut 100 000 euros, tu n'iras pas loin. En tant que gérant d'entreprise, peu importe le niveau, on a énormément de pression mentale. Un gérant qui dépend de son business et qui n'arrive pas à déléguer, malheureusement, il va se faire des cheveux blancs. Il va vivre pour son business au lieu de faire vivre son business. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont plus de compétences que nous, qui ont plus de réseau que nous, mais qui malheureusement ne vont jamais franchir le cap parce que c'est pas dans leur nature. La règle d'or pour moi dans l'entrepreneuriat, vous voyez le niveau avec quoi on bâtit un mur, la boule d'air au centre, eh ben il faut être dans le juste milieu dans tout. Quel conseil donnerais-tu tout simplement à un jeune comme toi? Aujourd'hui, moi, le conseil que je peux donner à un jeune comme moi, c'est... En réalité, personne n'est personne et chacun est quelqu'un. Quand on comprend ça, on se concentre sur notre propre personne et on se rend compte que nous sommes notre propre fonds de commerce. Retrouvez dans mon podcast des parcours atypiques d'entrepreneurs intrépides qui ont su mettre leur petit grain de sel au moment opportun pour exhauster le goût de leur vie qui leur paraissait si fade. En fait, j'ai oublié de me présenter. Je suis le seul et l'unique, le chef Hassan. Il n'y en a pas deux comme moi, comme chaque invité de ce podcast. Salam alaikum, comment allez-vous? J'espère que ça se passe bien. Aujourd'hui, on est là pour un nouvel épisode de MPGS, mon petit grain de sel. Avant tout, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui sont assidus. C'est toutes les 2 semaines, le dimanche, à partir de 20h. Il y a quelques jours, je suis parti en voyage et je me suis arrêté à Casablanca pour aller voir des clients, faire des audits, voir des amis de la profession. Et ensuite, je me suis arrêté à Rabat pour la même chose. Mais il y avait une personne qui, depuis quelque temps, m'envoie des messages et qui me suit et qui avait des projets sur la ville de Rabat et qui, finalement, est venu s'y installer. Cette personne, aujourd'hui, j'ai voyagé avec lui dans mon véhicule pour venir jusqu'à Marrakech faire ce podcast. De la jeunesse, des ambitions, de la passion, de l'envie de réussir, mais aussi une envie d'apporter sa pierre à l'édifice pour les générations futures, alors que lui-même fait partie de cette nouvelle génération. La force de frappe de ce jeune, c'est sa façon de pouvoir engager une conversation avec un vieux roublard comme moi. Alors aujourd'hui, c'est mon invité. C'est mon petit moment perso, c'est ma petite psychanalyse, ma petite émission. Et aujourd'hui, salam alaikum, Bilal. Alaikum salam, chef Hassan. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va? Un plaisir d'être là avec On a toi voyagé aujourd'hui. ensemble. Exactement. C'était Après cool, un hein? long périple. Ouais. Alors, c'est une première pour moi parce que je t'ai connu sur les réseaux depuis un petit moment maintenant. Hein, ça fait Ouais, c'est ça. c'est quoi, 2 ans peut-être? 2 Ouais, ans, c'est ça, 3 ans qu'on exactement. échange. Plein de projets, plein d'envies. Et moi, ce que j'aime, c'est que quand je vois que les années passent et que la personne, alhamdoulilah, elle arrive à franchir le pas, on va dire, entre guillemets, accomplir ce qu'elle voulait faire, eh ben, je kiffe. Et je me dis, ben, sur ces échanges de plusieurs années, ben, pourquoi pas aller plus loin, voir, car il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous dans la vie. Et puis aujourd'hui, moi, tu m'as présenté tes différents projets, ce que tu faisais, ton associé avec qui j'ai pu aussi m'asseoir à Rabat, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Exactement. Mais tu es venu porter la bannière tout droit venu de Reims, Exactement, c'est ça. la vallée du Champagne. C'est ça, Ah, c'est ça. Hein. la région du Champagne. On fait même du champagne halal aujourd'hui et sans alcool. Hein. Nous n'incitons pas les gens à boire de l'alcool, c'est pas bien, il faut pas. Alors maintenant, Bilal, j'aimerais que tu te présentes. Bah écoute, moi je m'appelle Bilal, je suis originaire de Reims comme tu l'as dit, j'ai 21 ans et alhamdoulilah, depuis maintenant plusieurs mois, j'ai pu m'installer à Rabat et je suis entrepreneur du coup depuis déjà 3 ans, donc plus que j'ai 18 ans.
Et aujourd'hui, on est venu un peu discuter et parler un peu de nos différents projets et essayer de faire découvrir un peu ce qu'on fait dans la vie. Ouais, bah, mon petit grain de sel, c'est un peu ça le but. Moi, ce que je veux savoir, c'est que tu as 21 ans. C'est très jeune. Allah Ibarak. Et qu'Allah te donne une longue vie, et te Amen. préserve et te permette de faire tout ce que tu peux faire tant que c'est avec un bon comportement et dans le droit chemin. Inch'Allah. Et qu'on puisse avoir une bonne fin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... Tout à l'heure, moi, j'étais persuadé que tu étais beaucoup plus vieux. Bon, même si tu as un visage de gros bébé, un peu comme moi quand j'avais pas la barbe. Mais tu m'as dit, j'ai 21 ans. Alors là, j'ai dit, ah ouais, Allah Ibarak, t'es très jeune. Et puis là, je viens d'apprendre, donc tu as commencé à 18 ans, c'est vrai que ça fait jeune, à entreprendre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment, tu es un passionné aussi de mon monde qui est la food aussi. Exactement. Tu aimes ça, tu es un gourmand, on a pu partager des moments et puis me faire découvrir certaines choses. Et derrière ça, donc tu avais plusieurs projets. Moi, déjà d'une, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que se dit un jeune de 18 ans au moment où il veut entreprendre? Est-ce qu'il se dit, je vais entreprendre? Ou bien est-ce qu'il se dit, je veux m'en sortir? Ou bien est-ce qu'il se dit, je dois bosser, j'en ai besoin? Alors, c'est un mélange. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu un mélange de ces trois choses-là. Aujourd'hui, quand tu es jeune, surtout chez nous, tu vois, dans notre communauté, on va nous proposer deux solutions. C'est soit tu fais des études et tu fais un diplôme. Donc, dans 99% des cas, c'est ça. On nous dit fais des grandes études et tu auras un bon travail. On va te dire va travailler comme tout le monde et sois salarié. Mais nous, maintenant, alhamdoulilah, avec Internet, l'évolution, tout ce qui se passe, on a connu en fait ce monde-là de l'entrepreneuriat. Et quand on est jeune, on se dit bon, soit je suis fait pour les études, donc soit j'aime ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas tenir un rythme et suivre une scolarité si on n'apprécie pas ce qu'on fait. Ou soit, moi, pour ma part, c'était entreprendre. Donc aujourd'hui, moi, j'ai eu énormément de mal. J'ai commencé avec le salariat, des petits boulots quand j'étais jeune. Et j'ai eu énormément de mal avec la hiérarchie. Donc me dire avoir un patron qui va me donner des ordres toute ma vie et voir, entre guillemets, le schéma de réussite occidentale. Donc le CDI, la famille, la maison à crédit et cette petite vie-là. Moi, ça m'a vraiment fait peur. Tu vois, et c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Donc je me suis dit, faut travailler, faut essayer. Et il faut réussir, Inch'Allah. Il faut vraiment c'est se inné, lancer. tu penses que c'est inné, en fait? Je pense que... Tu as quand même fait des études? Ouais, j'ai fait des études, j'ai fait un bac+2, donc en alternance. Donc, j'ai fait un bac+2 en alternance et franchement, j'ai vécu 2 ans d'alternance très, très, très difficile. D'accord. Dans quelle branche tu étais? Donc, moi, j'ai commencé... Donc, j'ai travaillé dans une grosse enseigne, donc dans des grandes enseignes de distribution, pas taire les noms. Donc, on était en alternance pour être des managers, mais c'était vraiment quoi, de la manutention en vérité? Ouais, en fait, on était des manutentionnaires gratuits. D'accord. Donc, j'ai fait 1 mois, j'ai arrêté. Après ça, je suis parti dans un job de commercial, donc en bureau, donc un peu plus calme. Sauf que j'ai vu que, sans aucune prétention, j'atteignais des objectifs beaucoup plus élevés que ceux qu'on me fixait. Et je voyais qu'en fait, on n'était que 2 dans la boîte et que je faisais des plus gros résultats que le patron lui-même pour un salaire de misère. Parce qu'il faut savoir, quand tu es alternant, tu es très, très mal payé. Donc, par la suite, à côté de mon alternance, j'ai lancé mon activité et j'ai pu me rediriger du coup directement vers l'entrepreneuriat grâce à cette force-là. Tu sais, moi, donc je me vois un peu en toi, mais à l'ancienne, tu as vu. Donc, je me revois replonger des années en arrière et je me dis en réalité, tu sais, je réfléchissais, je me dis, mais nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on appelait l'entrepreneuriat? Et en réalité, je viens de me rendre compte qu'en fait, ce qu'on appelait l'entrepreneuriat à notre époque, Ouais. c'était le business. Je me souviens les premiers pas dans le business où je vendais des stylos plumes en primaire, t'as vu? Parce que j'avais un objectif, c'était de m'acheter des Nike Air URH Agassi de 1900, je sais plus quelle année, là. Et en vérité, donc là, je suis en train de réfléchir, je me dis, mais en fait, nous, ce qu'on appelait l'entrepreneuriat, c'était faire du business. Et en fait, faire du business, pour nous, c'était un moyen d'acheter ce qu'on avait besoin. Un habit, une paire de baskets, aider aussi les parents qui n'avaient pas forcément les moyens à leur éviter d'user de l'argent pour nous. Et en réalité, de là est né, tu sais, hier j'étais en call avec Juliette, Léonie et Mamad qui me font intervenir sur un événement là, de BPI France. D'accord. Et c'est vrai que la dame qui est Juliette qui disait, c'est
en gros, pas une obligation, mais un moyen de survie pour les jeunes de banlieue de faire de l'entrepreneuriat, de faire du business, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'on met des mots, on va dire, un peu plus clairs, qui est l'entrepreneuriat. Parce que moi, à 19 ans, j'ai monté ma première société. Et ensuite, je n'ai pas arrêté. Et c'est vrai que, voilà. Alors, moi, j'aimerais une anecdote. À quel moment précis, parce que j'ai compris que, ouais, voilà, la hiérarchie de ça, mais à quel moment précis, tu t'es regardé dans le miroir, tu as dit, Bilal, tu ne pourras pas travailler pour quelqu'un. Est-ce que... Ou bien une petite anecdote comme ça qui a fait que... Bah, voilà. je vais te raconter, moi, une petite anecdote. Donc, il n'y a pas grand monde qui le savent. Mais il faut savoir que moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat donc, avec mon oncle et mon grand-père. Donc, ils faisaient les marchés. D'accord. Donc, j'ai mon grand-père qui faisait les brocantes et j'ai mon oncle qui faisait les marchés. Donc, moi, je les accompagnais tout le temps. Donc, que ce soit sur les brocantes ou sur les marchés. Et j'aimais beaucoup ça. Donc, toujours, par exemple, je sais pas, mon grand-père, il me donnait un prix. Je vais te donner une petite anecdote. Mon grand-père, il me donnait un prix sur un produit à vendre. Moi, je rajoutais toujours 2-3 euros. Je me les mettais dans la poche. Il me disait, au-dessus, c'est pour toi. Donc, il m'a donné, tu vois, cette petite expérience. Et moi, j'y ai pris goût. Donc, je me dis, t'es jeune, t'as 14 ans. Je te donne un exemple, t'as 14 ans. On me dit, tu vends ça à 20 euros. Moi, je le vendais 25 euros. Je prenais 5 euros de marge. À la fin de la journée, t'avais pris 50 euros. J'allais tous les dimanches avec lui. Je savais que j'allais me faire un petit billet. Et c'est comme ça que j'ai pris goût. C'est ça, exactement. C'est un challenger, l'entrepreneur. L'entrepreneur, ah, bien évidemment. Je pense que pour moi, si t'as pas de challenge, t'avances pas du tout. Donc là, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai commencé, j'ai eu un contact sur Facebook, je recherchais, puisque on s'est fait notre petit capital pour notre jeune âge. Je trouvais des fournisseurs de parfums. Donc après, je m'amuse à acheter, à revendre des parfums, tu vois, des petites collections privées. Donc on a commencé comme ça, et petit à petit, je me suis dit, bah, j'ai peut-être ce petit truc-là, donc ce petit grain de sel pour le commerce. Donc ça m'a plu énormément, et j'ai voulu faire du commerce directement. Ouais, c'est magnifique, en fait. C'est vrai, c'est un parcours un peu... C'est un parcours un peu de l'entrepreneur. C'est un parcours de l'entrepreneur. Oui, c'est ça exactement. C'est de vouloir faire du business, en fait. Faut essayer. Tu sais, tu me dis ça, tout à l'heure, avant de venir te chercher à Rabat, j'étais avec 2 amis à moi que je recevrai, je pense, très bientôt dans MPGS, peut-être la prochaine saison. Donc, une grande pensée à eux. Fawzia Najah de Naimix, qui est à la base de la voiture à hydrogène, la première voiture à hydrogène, qui est vraiment un monument aujourd'hui, un très bon ami, je passe un grand salam, et son acolyte Ibrahima Sissoko, l'un des cerveaux français et qui est là pour l'humanité. Et on discutait justement de ce rapport, on parlait de grandes personnes du business, tu vois, vraiment des grosses têtes du business, ouais, issues de nos quartiers, et même qui ne sont pas de nos quartiers, qui sont français. Et on se disait, regarde, telle personne, elle a été PDG d'une big boîte de boissons, mais à l'international. Ouais. L'autre, il l'a été, mais ils font gagner, pour certains, des milliards à leur boîte, mais n'ont jamais franchi le cap pour devenir entrepreneur. C'est-à-dire, toi, quand tu es un businessman, tu es un entrepreneur, ça devient un ami, on fait des projets, on dit, mais regarde là, aujourd'hui, on est sur tel projet qui représente tant. Pourquoi tu nous rejoins? Pareil, tu t'associes. Les mecs n'arrivent pas à franchir le cap, à sortir de leur zone de confort. De leur zone de confort et de leur costume de directeur, PDG, CEO, et qui n'arrivent pas à se dire, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. On va refaire cette partie. On refera cette partie, les gars, parce que le téléphone, il a coupé. Alors, comment on pourrait expliquer qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce costume de PDG, CEO, big boss de boîte avec un salaire pour devenir des superbes entrepreneurs? On se pose cette question. Quelle est ta vision? Et moi, je dirais la mienne après. Alors moi, par rapport à ça, je pense que déjà, c'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur. Encore une fois, c'est, on va dire, une seconde nature ou même une première nature. Et aujourd'hui, pour être entrepreneur, il faut aimer le risque, selon moi. Aujourd'hui, il faut aimer prendre des risques. Et nous, en tant que musulmans, en tant que personnes croyantes, tu avances à la vitesse où Dieu a décidé que tu allais avancer. Donc aujourd'hui, un salarié, il va avoir son salaire à la fin du mois. Il est dans sa zone de confort, encore une fois. Il va recevoir son salaire tous les mois. Il ne va pas prendre de risques. Il va faire son job. Dans tous les cas, s'il ne fait pas le travail, puis il va se faire redresser par le patron. Alors que l'entrepreneur, c'est un challenger. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est quelqu'un qui va se lancer, qui va réfléchir, qui va essayer de développer du business.
comme tu aimes bien le dire, c'est un businessman. Donc, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, pour moi, même il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes qui ont plus de compétences que nous, qui ont plus de réseau que nous, mais qui malheureusement ne vont jamais franchir le cap parce que ce n'est pas dans leur nature. Alors, est-ce que ce ne serait pas, moi, ma vision, c'est, je me dis peut-être, la peur de l'échec. Nous, on fait des échecs, même si toi, à ton jeune âge, tu as dû déjà vivre quelques échecs. Ah, moi, les gens me connaissent, j'en ai vécu, mais j'ai vécu on va dire aujourd'hui, plus de réussite que d'échecs, parce que l'entrepreneur sait rebondir, l'entrepreneur sait relever. Et peut-être que le profil de ces travaillomanes, de ces big boss d'entreprise, on ne parle pas de patron, mais voilà, de directeur ou quoi, ils ont cette peur de l'échec. Moi, c'est ce que je me suis dit, ils sont tellement carrés que si demain, la boîte échoue, ils pourront remettre sur le dos de quelqu'un. Mais si tu es le propriétaire de la boîte, aussi petite qu'elle soit, si elle coule, c'est toi. Et tu devras t'en remettre qu'à toi-même. Tout à l'heure, tu parlais des marchés. J'aime beaucoup prendre cet exemple qui est très formateur pour un entrepreneur. Le marché, ce que je conseille à beaucoup de jeunes, quand ils me disent « je veux me lancer, je ne sais pas comment, j'ai un peu d'argent de côté », moi, je conseille toujours « fais les marchés ». Parce que le marché, si tu ne te lèves pas le matin, personne ne va aller à ta place. Si tu ne déballes pas, personne ne va le faire à ta place. Si tu n'attires pas les clients, personne ne va le faire à ta place. Si tu ne sais pas compter et vendre, personne ne va le faire à ta place. Et si tu ne reviens pas la semaine prochaine ou le lendemain, personne ne va le faire à ta place. C'est un marché, c'est un business formateur, une école, mais de dingue le marché. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, le marché, c'est l'école à faire. Je connais énormément d'entrepreneurs qui ont même des boucheries en France, etc. Ils ont commencé par les marchés. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, ils ont démarré avec les marchés. Ça leur a créé, entre guillemets, cette petite tchatche. Savoir parler avec un client, développer de la relation client, savoir vendre. Et par la suite, ils ont lancé leurs affaires. Mais je pense que c'est vraiment très, très, très formateur, le marché. Ouais, c'est une chose qui... C'est quelque chose de dur, très concurrentiel. Il y a des étalages partout. Il y a énormément de personnes. Il faut savoir attirer le client. Quand tu es jeune, aller crier sur le marché pour vendre tes produits, ça te permet d'avoir un certain culot. Et selon moi, il faut du culot dans la vie. C'est vrai. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles de ce jour où tu es rentré dans la première entreprise, où tu as été la première fois soit associé, soit tout seul, en associé unique. C'est quand que ça a commencé? Alors, ça a commencé du coup quand j'avais entre 18 et 19 ans. On m'a proposé, du coup, j'avais un de mes associés qui avait déjà un cash and carry. D'accord. Donc, qui faisait du grossiste alimentaire. D'accord. On m'a proposé de vendre de la boisson. Ouais. Donc, lui, il était spécialisé vraiment dans tout ce qui était alimentaire, tout sauf boisson. Ouais. On m'a proposé une opportunité, on m'a donné un fournisseur. Donc, ça va, j'ai pas eu besoin d'aller chercher ce fournisseur-là. Moi, j'ai vraiment eu besoin d'aller chercher du client. Et je me suis associé avec... C'est dans quel domaine, tu m'as dit? Donc, dans le domaine du grossiste alimentaire. D'accord. Donc, dans la vente de boissons, spécialisé dans la boisson. Ok. Et franchement, cette première boîte-là, c'était une catastrophe monumentale. Ah ouais. Donc, il faut savoir qu'on avait fait un premier budget, donc, qui malheureusement, fallait avancer beaucoup plus d'argent. Nous, on prévoyait... Quand tu parles budget, tu parles de la l'investissement trésorerie? personnel, la trésorerie. Alors, on en parlait tout à l'heure et tu m'as inspiré un bon truc. Est-ce que tu as la trésor ou est-ce que tu as le trésor? Le trésor ou est-ce que tu as la trésorerie? Et le réseau, pour ce petit jeu de mots, on s'est dit tout à l'heure que c'était le meilleur fonds de commerce. Alors, dans ce business, est-ce que le problème était réellement un problème de trésorerie ou est-ce que c'était pas un problème de trésorerie où tu aurais peut-être mieux fait le business? Franchement, pour le coup, on avait le réseau. C'est ce qui nous a un petit peu sauvés. Puisque nous, il faut savoir qu'on prévoyait de faire payer tous les clients, pour ceux qui connaissent, au proforma. Ouais. Donc, sauf que moi, j'avais zéro crédibilité. Je me lance, j'avais récupéré le réseau, du coup. Donc, entre guillemets, le petit bébé de mon associé. Et j'ai dû me faire comme ça, petit à petit, sur cette première société. Mais sans ça... Et ouais, parce qu'on sait que dans l'agroalimentaire, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de clients, et c'est un petit conseil que je vais donner à mes compères de la restauration, essayez de payer vos factures le plus tôt possible. Parce qu'il y a toujours la facture sur 2, ou les 30 jours, ou 45 jours, ou 90 jours de paiement. Et en fait, toi, ça te fait des gros trous. Parce qu'en vérité, quand tu as dispatché ton stock, mais que tu n'as pas de trésorerie, parce que personne ne t'a payé encore, t'es bloqué. et qu'il faut reprendre un stock, parce que les mecs, si tu les refournis pas, ils ne te payeront jamais, ils iront ailleurs. Exactement. Tu te retrouves dans un cercle vicieux
Ou en vérité, bah, tu te dis, ouais, bah, j'ai plus rien, je veux juste récupérer mon fric et Voilà. puis salam Et tu alaikum. deviens un huissier, Voilà. un récupérateur de caution et tu cours après ton argent. Sûr. Et malheureusement, nous, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de collègues qu'on a vu prendre des coups de vieux. Et elle existe toujours cette société alors? Non, elle n'existe plus. D'accord, alors On comment a- ça a switché alors? Dis-moi. Après, ça a switché qu'on a réussi un petit peu à faire un peu de chiffre d'affaires, mais on a décidé par la suite du coup de clôturer puisque ça ne nous intéressait plus et les relations avec les fournisseurs, les augmentations des prix et aussi donc certaines enseignes avec lesquelles nous on n'avait plus envie de travailler. Donc en termes d'éthique, il y a certaines entreprises avec lesquelles nous on préférait plus travailler et mettre fin à toute collaboration. D'accord. Par la suite, on s'est vraiment re-switché du coup sur le Maroc et sur les nouveaux business qu'on a lancés ensuite. D'accord, alors bah, parle-nous-en. Parce que moi, un jour, je reçois un message de Bilal. Si je ne me trompe pas, ouais, salam alaikum, voilà. Avec mon associé, on compte s'installer à Rabat. On a pour projet, je crois, c'est ouvrir une pâtisserie. À la base, ouais, c'était ça. À la base, c'était une pâtisserie. Et ensuite, nous sommes, tu m'as dit, du domaine de la formation. C'est ça exactement. Alors, parle-moi voilà, t'as switché, on passe des canettes à la formation, comment? Et c'était quel type de formation? Bah écoute, nous, aujourd'hui, du coup, mon associé, il a pu travailler du coup dans le domaine de la food. D'accord. On a pu travailler avec énormément de restaurateurs. Dans votre région et même jusqu'à Lyon, Donc, je crois, même c'est exactement, étendu. Hein, dans toute la France, ouais. ce qu'il me disait, On c'est... a pu travailler avec énormément de fournisseurs à Lyon. Donc, moi, on va dire, je n'étais pas la tête d'affiche de ce business-là. Donc, lui qui était le gérant, c'était lui plutôt la tête d'affiche et qui travaillait énormément avec les fournisseurs de Lyon. En Ile-de-France, pas trop. Sur Reims, c'est un peu dans toute la région. Et par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en allant forcément dans les restaurants, on voyait énormément de choses qui n'allaient pas. Et moi, en plus de ça, j'avais quelques relations du coup, qui étaient dans le domaine de l'alimentaire, donc de l'hygiène, etc. Et par la suite, nous, on a vu ça, on s'est dit en fait qu'il y a un vrai manquement. Donc, que ce soit dans la communauté ou dans tout ce qui est dans le domaine du fast-food, un gros manquement au niveau de l'hygiène. Donc, au niveau des formations en termes d'hygiène, en termes de forcément, pas que l'hygiène, mais je vais donner un autre exemple, la maîtrise de la langue. Donc, quand au standard, ça répond au téléphone et que les commandes sont mal prises, il y a des erreurs, il y a des mauvais retours. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait vraiment remédier à ça. Donc, travailler vraiment sur l'hygiène, sur la communication dans la restauration et vraiment se spécialiser, nous, dans la formation, dans la food. Car il faut savoir, pour que les gens comprennent, le milieu de la food en France, depuis quelques années, nous avons affaire à une nouvelle population, à de nouveaux salariés issus d'une immigration que l'on ne connaît pas à la base en France. On a les Afghans, on a les Bengalais, on a des Nigérians, on a des Népalais, et ce sont pour la plupart soit des anglophones, soit ils parlent la langue de leur bled. On a aussi des gens de chez nous, d'Afrique, etc. Mais il y a cette barrière. Donc, c'est là où la formation... vous intervenez sur le territoire, sur les Donc, ça va être soit de la formation... sur la formation de la langue, soit et la même formation en distanciel. HACCP, tout ça. C'est ça. Donc, nous, c'est beaucoup de distanciel. Donc, la HACCP, c'était vraiment sur site. Donc, comment ça se passe? Un restaurant, il est là, ouais, mes gars, ils parlent pas bien français, j'ai besoin d'une formation. C'est vous qui allez les prospecter ou bien ils viennent vers vous? Alors, on a commencé on a un problème d'hygiène. Comment vous venez vers vous? Comment vous trouviez vos clients? Alors, nous, franchement, on n'a pas fait quelque chose de fou. Hein. Je ne vais pas te sortir une méthode miracle de prospection. J'ai fait des cartes de visite. On a essayé vraiment de faire des nouvelles cartes de visite transparentes en plastique. On allait toquer à tous les potes. On était des bons clients, nous, déjà, des snacks. Donc, on mangeait tout le temps là-bas. Donc, tous les snacks. Et puis, en plus, vous distribuez les restaurants à l'époque avec... C'est ça. C'est ça. Donc, on distribuait les grossistes. Donc, on avait un petit réseau. On allait même voir directement les grossistes alimentaires de différentes villes. Et donc, on leur proposait directement nos services, en fait. D'accord. Donc, on distribuait des cartes de visite, on allait les voir. Donc, après, encore une fois, le côté un peu commercial donc, qui ressort. Discuter et leur proposer des services qui peuvent être totalement gratuits. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que toutes les boîtes, donc actuellement, vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez bénéficier d'aide pour former vos équipes. Aujourd'hui, tous les ans, vous payez des cotisations. Et ces cotisations-là, elles servent à former vos équipes. Donc, aujourd'hui, les sociétés qui avaient besoin, nous, on leur faisait même découvrir ce service. Aujourd'hui, 70% de nos clients ne savaient pas qu'ils bénéficiaient de cette offre-là. Donc, de pouvoir faire des formations totalement gratuites, donc ne pas débourser d'argent et tout simplement former leurs équipes de manière très qualitative avec nous. Et alors, par exemple, je veux une formation
Hygiène, parce que je trouve que mes gars, bah, ils respectent pas. Moi, j'en peux plus tous les jours de le répéter. Et moi-même, je n'ai pas les compétences. Comment je fais? Bah alors, tout simplement, déjà, on va voir ton éligibilité. Donc, savoir est-ce que ta formation, elle peut être financée. Donc, à hauteur de combien? Nous, Auprès l'objectif, de quel organisme? auprès des opérateurs de compétences. Ces opérateurs de compétences-là, en fait, ils vont tout simplement C'est quoi? financer. C'est l'OPCO? C'est ça, exactement. D'accord. Donc, ils vont en fait financer une formation donc, aux sociétés, puisque bah, tout simplement, c'est dans leur cotisation. Et ces sociétés-là, c'est soit elles utilisent cette enveloppe-là pour se former, soit cette enveloppe-là, bah, tout simplement, elle est perdue à la fin de l'année. Donc, nous, c'est comme ça en fait qu'on amenait un petit peu le sujet. On leur disait, soit vous bénéficiez de ça et vous apportez de la plus-value à vos équipes, ou soit vous restez en fait des restaurateurs lambda avec des équipes lambda et vous évoluerez pas. Donc nous vraiment le but c'était vraiment d'apporter de la qualité aux clients et de les élever. Donc sur ces points-là, donc de l'hygiène, bah, selon nous déjà c'est très très important parce que des fois tu rentres dans une cuisine de certains restaurants où tu as mangé et bah, tu n'as plus trop envie de manger là-bas. Et par la suite, en termes de la langue française, on trouve que ça apporte C'est énormément de très choses. important, oui, c'est C'est très important. important. Et maintenant, voilà, bah, ouais, j'ai des lacunes. Comment ça se passe? Vous venez sur site, on commence, ça dure combien de temps? Comment Alors- ça se passe sur l'hygiène, par exemple? Alors sur l'hygiène, donc nous sur l'hygiène, on envoyait un formateur directement. Donc on envoie un formateur qui va venir faire la formation, qui va leur expliquer, qui va leur montrer tout ce qui est étiquetage. Donc, aujourd'hui, vous avez des étiquetages à faire, vos DLC elles doivent être respectées, vous devez avoir un robinet proche de vous. Vraiment, il va leur expliquer toutes les règles La d'hygiène. marche en avant, la HACCP, C'est ça, exactement. etc. En fait, c'est une formation HACCP. Donc, toutes les règles d'hygiène pour que le restaurant tourne et pour que aussi demain, s'ils ont un contrôle d'hygiène, bah, que tout se passe bien, qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Et à côté de ça, pour une personne qui ne va pas maîtriser le français, nous, c'était de la formation à distance, un test de positionnement au début pour vraiment jauger le niveau. Et le but non plus, c'est pas de sortir une personne qui va parler comme Molière à la fin, mais vraiment qui va maîtriser les termes de son domaine, donc de la restauration. Même si c'est pas de la gastronomie qu'ils font, connaître les termes. Qu'est-ce qu'une brigade de cuisine, des amuse-bouches, vraiment savoir Ouais, bien sûr, maîtriser bien sûr, le langage de la cuisine et pouvoir tenir. Le matériel, c'est etc. ça. Moi, tu sais, je le vois, des fois, je forme dans les restaurants, bah, il y a des mecs qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'une maryse? J'allais Qu'est-ce utiliser exactement ce qu'est-ce terme. qu'un Chinois? Qu'est-ce que... Bon, oui, un Chinois, ce n'est pas mon frère Mika. Non, Mika, salam à toi. Non, un Chinois, c'est une sorte de passoire étuvée. Et c'est vrai qu'on a ces lacunes-là aujourd'hui. Et puis, heureusement qu'il y a des organismes sérieux de formation comme le vôtre pour le faire. Et ensuite, alors, cette histoire magnifique de venir au Maroc et force de frappe. Explique-moi ce nouveau projet, ce qui est en train de se monter et que vous faites. Alors, donc par rapport à force de frappe, donc encore une fois 360 degrés, donc, pour pas changer d'habitude, on a créé notre société ici au Maroc, on a pu lancer notre activité. Donc force de frappe, en fait, ça part d'un problème, encore une fois, donc le problème de gestion. Aujourd'hui, les mœurs des gérants d'entreprise, grâce au digital, donc les nouveaux business digitaux qui ont permis aux gens en fait de gagner du temps. Donc maintenant, le business, c'est plus forcément dans un lieu où tu dois être chez toi. Les digital nomades, maintenant, tu peux travailler de partout. Et les gérants d'entreprise, à défaut d'avoir beaucoup plus d'argent qu'avant, ils ont calculé avec le capital temps et ils ont vu que leur temps apportait énormément de choses. Donc aujourd'hui, en tant que gérant d'entreprise, on a besoin d'argent, mais on a aussi besoin de temps. Aujourd'hui, la meilleure manière de gagner du temps, c'est de déléguer. Mais le problème quand tu délègues, c'est que tu passes par énormément de prestataires. Donc aujourd'hui, tu vas avoir un service comptable, un service juridique, un service marketing, un service commercial. Et le gérant d'entreprise, il va passer son temps à parler avec des personnes, donc à gérer encore plus de problèmes qu'il en avait à la base. Donc aujourd'hui, nous, Force de Frappe, c'est là qu'on intervient. On est une société qui regroupe tous ces services-là. Donc moi, j'appelle ça un accélérateur de business. Aujourd'hui, Force de Frappe, c'est un gain de temps pour les entreprises et c'est aussi un gain d'argent. Et surtout, moins de problèmes, moins de mal de tête et plus de tranquillité parce qu'on a un service qui regroupe un pôle juridique, un pôle marketing, un pôle comptabilité, la gestion et la création d'un site internet, un pôle logistique. Donc, on a un groupe qui va vraiment accompagner les entreprises sur tous les points. D'accord, donc là, on est dans du 360 aussi. Exactement. D'accord. Alors moi, ce que tu m'inspires, c'est en réalité, est-ce que aujourd'hui l'entrepreneur, son réel et meilleur bénéfice
ne serait pas la qualité de vie? Alors, par rapport à ça, pour moi, aujourd'hui, l'entrepreneur, il a besoin d'avoir une bonne qualité de vie. Parce qu'en tant que gérant d'entreprise, peu importe le niveau, on a énormément de pression mentale, on a une charge mentale. On doit travailler pour faire du business, pour créer du business, pour engendrer un chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, en termes de qualité de vie, un gérant qui dépend de son business et qui n'arrive pas à déléguer, malheureusement, il va se faire des cheveux blancs, il va vivre pour son business au lieu de faire vivre son business, tu vois. En vérité, à l'heure où on pense gagner plus en travaillant plus, en étant entrepreneur, en réalité, le gain n'est pas que un gain numéraire qui nous aiderait dans la vie. Bien sûr. Ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'en réalité, gagne l'argent que tu dois gagner et puis surtout gagne du temps pour profiter de ta famille, aller en vacances, sortir, profiter même de ton argent que tu as gagné. Bien Parce sûr. qu'il y en a, moi je connais depuis que je suis jeune, ils travaillent, mais ils n'ont jamais bougé de leur restaurant, ils n'ont jamais bougé de leur supermarché, ils n'ont jamais Ça, bougé c'est triste. de leur boîte de transport, ils n'ont jamais bougé de leur boîte d'ambulancier, ils n'ont jamais bougé. Et ça devient leur drogue, Moi, je dis toujours, l'entrepreneur, malheureusement, quand il ne sait pas faire la part des choses et ne sait pas déléguer, son cerveau tourne 24 heures sur 24. Jusqu'à nous qui sommes musulmans et qui prions 5 fois par jour, eh ben, au moment où tu dois avoir une concentration totale pour être dans la soumission à ton créateur, eh ben, tu penses à la salade. Il manquait les tomates. Ah mince, j'ai oublié d'acheter tel produit. Et au final, tu n'as pas une minute à toi et tu atteins rapidement le burn-out. Exactement. Et ça influe même sur ta famille. Même sur ton business, Sur ton qui à la business. base était censé tourner. Ouais. Tu travailles pour ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens ont compris, et je trouve que c'est très bien que la mentalité ait changé, c'est qu'il nous faut un équilibre de vie. Donc que ce soit un équilibre spirituel, être en accord avec sa religion, avoir un équilibre avec sa vie de famille, donc être présent pour ses proches, parce qu'aujourd'hui c'est très très important, et avoir aussi un équilibre par rapport à son travail. Donc vraiment, essayer d'atteindre cet objectif-là, si on est vraiment un gérant d'entreprise qui va tout gérer dans sa boîte, pour moi c'est pas possible. Ouais, Aujourd'hui tu c'est peux pas. très très compliqué. Tu peux pas faire tout, surtout au rythme auquel ça va, la concurrence qu'il y a, et puis l'optimisation, elle va passer par un investissement qui est numéraire peut-être pour toi, mais qui en réalité va te permettre de durer dans le temps. Parce que le business, c'est qu'une histoire de temps. Il y a une réalité. C'est pour ça qu'il y a un truc, on parlait, moi j'aime bien, j'ai envie que tu me parles de ça, on va enchaîner sur ça. C'est là où je trouve que c'est vraiment une chose que moi je ne maîtrise pas encore, mais que je trouve monumentale, c'est le e-business, le digital. La digitalisation du business. Alors moi j'aimerais que tu m'en parles et avoir ta vision sur ça. Pour moi, la digitalisation du business aujourd'hui, déjà moi j'ai grandi dans ça. Donc aujourd'hui, les business que j'ai connus, le e-commerce, etc., c'était des business qui existaient déjà. Moi j'avais énormément de collègues, de personnes avec qui je discutais qui étaient dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, pour moi, le e-business, c'est synonyme de liberté pour énormément de gérants d'entreprise. Parce que aujourd'hui, un gérant de restaurant à l'époque, donc il était 24 heures sur 24 dans son restaurant. Il ne pouvait pas partir une semaine en vacances dans l'année parce qu'il a peur que ses employés fassent n'importe quoi, ou il passe la moitié de sa journée sur les caméras au lieu de profiter avec sa famille. Aujourd'hui, dans le e-business, si tu lances ton business en ligne, que tu arrives à gérer à distance, aujourd'hui, tu peux travailler de partout dans le monde. Tu peux travailler aux horaires que tu veux, dans le cadre que tu souhaites, dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, tu n'es pas prisonnier de ton business. Parce qu'énormément de personnes sont prisonnières de leur business, alors que, selon moi, tu devrais faire travailler ton business et pas toi travailler pour ton business. Yes. Et vous dans Force de Frappe, est-ce que ce pôle-là, il va être développé pour les entrepreneurs? Alors, ce pôle-là, nous, en fait, un accélérateur de business, c'est vraiment, en fait, un accompagnateur de gérants. Donc, aujourd'hui, toi, au lieu d'aller, Hassan, dans tes différents business, au lieu d'aller parler à 50 prestataires, donc tu as peut-être déjà connu ça. Donc Oui, tu dois j'en parler ai avec, aujourd'hui, tu j'ai connais plusieurs aujourd'hui. prestataires, bien sûr. Tu parles avec beaucoup de prestataires et ça te prend énormément de temps dans ta journée. Donc, tu dois souvent être au téléphone, souvent appeler une personne à droite, à gauche. Alors que là, tu vas passer par un seul intermédiaire. Donc aujourd'hui, c'est cet intermédiaire-là qui va, entre guillemets, se casser la tête pour toi. Donc, il va faire les tâches que toi, tu n'aimes pas faire. Donc déjà, les tâches répétitives.
Donc, rentrer les factures, faire la comptabilité, etc. C'est quelque chose qui prend énormément de temps aux entrepreneurs. Gérer ton service marketing, ton digital, tes réseaux sociaux. Donc ça, tu vas pas devoir soit le faire toi-même ou soit passer par d'autres personnes. Tu vas passer directement par nous et nous, on va s'occuper de tout le reste. Est-ce que vous faites de la proposition? C'est-à-dire Moi, demain, voilà, j'ai envie de travailler avec force de frappe, j'aime bien le mindset, j'aime bien, ouais, j'en ai marre d'aller à droite, à gauche. Est-ce que vous allez venir me dire, t'as vu, chef, là, on a vu sur tout ce que tes formations présentielles, pourquoi pas ramener une équipe vidéo et puis digitaliser tes formations et les vendre sur une plateforme que l'on va monter et puis derrière te générer d'autres revenus. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, la proposition de digitalisation, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Toi, par exemple, dans tes formations culinaires, aujourd'hui, vendre des formations totalement digitales ou même, je vais te donner un exemple en tant que formation de cuisine. Demain, si tu as l'opportunité d'aménager une cuisine sur Marrakech ou bien même d'aménager en fait directement une cuisine même chez toi, aujourd'hui, mettre une caméra, enregistrer une formation, la publier sur un site internet et les vendre en ligne, c'est quelque chose qui te ferait gagner énormément de temps. Top, ça, ouais. Former même des équipes en distanciel avec une caméra. Aujourd'hui, mettre une caméra et faire une formation réelle en direct live via peut-être, je sais pas moi, une cuisine à Bali. Mais ça, les gens, ce qu'ils vont voir, c'est que Chef Hassan est en train de les former à la cuisine, alors que peut-être toi, juste après la formation, tu vas aller piquer une tête ou aller bronzer aux Bahamas, tu vois. Ouais, c'est une vraie réalité. Et tu as vu, j'aime bien ce que tu en parles avec une telle simplicité. Et pour les gens qui nous regardent, ce n'est pas des choses qui sont inaccessibles. Il faut se le dire, ce n'est pas des choses qui sont inaccessibles, c'est des choses qu'on peut faire. On peut se donner les moyens, il faut juste franchir le pas. Et demain, avoir des partenaires comme Force de Frappe, je pense que c'est aussi un peu le futur. Ensuite, j'espère que vous avez vraiment les équipes solides derrière. Ouais, bien sûr. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est ça aussi. C'est d'avoir des bons prestataires au sein de votre entreprise. Je veux dire, je parle des khaddam, hein, tout simplement, des mecs qui vont s'occuper que ce soit du community management, qui vont s'occuper du marketing, qui vont s'occuper peut-être d'aller chercher des prospects, qui vont s'occuper peut-être pour certains des closers pour, je sais pas, moi, demain, si vous voulez vendre des formations pour quelqu'un comme moi, par exemple. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, j'espère qu'on se reverra dans quelques années, Inch'Allah, si on est encore vivant, avec l'avancée d'un projet comme ça. Parce que aujourd'hui, dans nos mœurs, ça a changé et ça continue de changer. À l'époque, tu ne pouvais pas voir une entreprise ou un entrepreneur de chez nous et lui proposer un service comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Il veut me prendre mon fric, celui-là, en fait. C'est exactement ça. Alors qu'aujourd'hui, non, moi, j'ai des clients, par exemple, dans mon domaine, je vis beaucoup du consulting. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir des propriétaires et des restaurateurs qui ont 3, 4, 5, même pour certains, 10, 15 restaurants, même plus, hein, qui vont m'appeler pour du conseil. Tu vois, tout à l'heure, tu es avec ma voiture, un des plus gros big boss d'une des plus grosses chaînes de restaurants en France, qui m'appelle, bon, même si c'est sur du conseil pour ça, 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 et ben, des fois, c'est des conseils, ils sont membres de mon club, et c'est des conseils, qu'est-ce que tu me conseilles sur ça, sur ça. Aujourd'hui, on arrive à ce stade, et je pense qu'on va aller qu'en progressant. Par contre, ce qu'il faudra, c'est des gens crédibles. Alors maintenant, pour toi, comment vous allez acquérir cette crédibilité que vous avez déjà, à mon sens, sinon tu ne serais pas assis là, et comment entretenir cette crédibilité auprès des prospects? Alors déjà, dans un premier temps, pour moi, tu dois être le premier client de ton business. Ça veut dire que nous, on avait des sociétés, donc les différents partenaires avec qui je travaille, mes différents associés, chacun, on a nos sociétés. À côté de ça, donc forcément, on a essayé sur nous. On a été nos propres cobayes. On ne va pas proposer un service à des gens alors qu'on n'a pas essayé. Les prestataires, ils ont passé des tests avant de travailler avec nous pour être formés. Et les premiers à avoir essayé, c'est nous-mêmes. Donc, si ça marche pour nous, pourquoi pas l'ouvrir aux autres, tout simplement. On a fait des économies, ça nous a permis de gagner de l'argent, ça nous a permis de développer du business. Donc, bismillah, on va aller le lancer. On va lancer ça et on va essayer d'impacter un maximum de personnes. Et selon moi, pour avoir une pérennité dans le business là et pour pouvoir développer, c'est tout simplement être constant, garder une qualité et garder aussi cette certaine proximité avec ses clients. Aujourd'hui, moi, quand j'ai un prestataire ou j'ai un client qui vient me voir et qui me dit « Ok, Bilal, j'ai besoin de tes services », je vais le prendre comme si c'était moi. Donc aujourd'hui, un client à moi, c'est une personne qui me fait confiance et qui me donne sa confiance. Et c'est une personne qui rejoint ensuite mon réseau. Donc aujourd'hui, il faut entretenir son réseau, il faut entretenir son réseau de clients. Et aujourd'hui, un client peut t'en apporter un, qui peut t'en apporter deux, qui peut t'en apporter 10. Donc quand tu fais du bon travail, il y a le bouche à oreille.
et ça peut que rouler. Oui, le marketing viral, pour moi, est le marketing principal et le plus, on va dire, sérieux. Alors moi, là, je vais être un peu dur. Je vais être un peu dur. Moi, je suis un mec de la vieille école. Je suis un mec du terrain. Tu sais, ça me faisait rire avant quand je voyais des mecs dire ce que je viens de dire, mais c'est une réalité. Et j'ai fait une analyse, tu vois, sur un peu toute cette progression de ce business, tu sais, que ce soit comme Force de Frappe et comme d'autres font. Je suis très dur, moi, dans une chose. OK, là, c'est beau. J'attends de voir, j'ai confiance en toi, je me dis ça va, et je veux que ça réussisse. On va parler du marketing. Par exemple, sur ce marketing, moi, je reçois toujours des messages. Oui, voilà, je suis créateur de contenu pour telle personne, telle boîte. Je fais ci, je fais de la photo, je te fais ça, je fais ton community management, je fais... Et j'ai analysé. C'est comme je dis à mon fils, tu sais, mon fils qui me dit, ouais, papa, je veux faire des... Il a commencé, ça va faire même 2 ans maintenant, je suis dans une école de digital marketing et tout. Je dis, OK, c'est quoi le digital marketing? C'est faire de, je sais pas, grosso modo, tu vois, je vais grossir, façon grossière, pour moi, en tant que vieux, bah, tu vas faire de la pub sur Internet. Tu vas créer, tu vas monter une société, tu vas travailler pour une société pour créer du buzz sur Internet. Moi, je n'arrive pas à comprendre, moi, tu vois, le truc. Après, il me dit, non, c'est pas... Bref. Aujourd'hui, quand j'analyse toutes les boîtes que je connais dans ce domaine, qui est dans le digital marketing, qui est dans la création de contenu, qui est dans la publicité, des créateurs de buzz, entre guillemets, tous ces gens-là qui sont des photographes, qui sont des tueurs, je te promets que la majorité que je connais qui cartonnent, qui ont les plus gros contrats, je ne les ai jamais vus à l'école. Je ne les ai jamais vus carrés. Je ne les ai jamais vus avec de grands discours. Et ce sont des gens qui ont une culture de base, un kiff, une passion et surtout un métier de terrain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans Force de Frappe, vous avez cette petite lumière à se dire, c'est ces gens-là qu'il nous faut au sein de notre boîte pour pouvoir vendre un service en 360 à des clients et pour être les meilleurs dans notre secteur? Alors, par rapport à ça, c'est très, très, très intéressant ce que tu dis. Donc, nous, on a fait cette analyse-là, ce travail d'introspection. Aujourd'hui, on est bon dans nos domaines, mais on ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas l'audace de venir te dire et de te dire, oui, bah, moi, Hassan, aujourd'hui, je sais tout faire. Non. Nous, aujourd'hui, on a commencé nos business, on a pris des prestataires. Ces prestataires-là, avec lesquels on s'est lié d'amitié, on les a introduits au projet, tout simplement. Donc, on a pris les meilleurs des meilleurs de nos réseaux. Donc, dans chaque domaine, on les a eux-mêmes mis responsables d'un pôle. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui vont gérer le pôle-là. Aujourd'hui, la personne qui s'occupe de te créer ton site Internet, c'est une personne qui a créé des dizaines de sites Internet pour nous, pour des partenaires, pour des collègues, pour des amis. Il n'y a eu que des retours positifs. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas te dire, Hassan, c'est moi qui te fais le site Internet ou c'est moi qui vais te gérer l'employé qui fait le site Internet. Non. Parce que sinon, ça va être une catastrophe et tu ne vas jamais revenir chez moi. La personne qui s'occupe du juridique, ce n'est pas moi non plus. Ça va être un avocat avec qui on a déjà travaillé. La personne qui va s'occuper aussi de ton community management, donc gérer tes posts Instagram, poster des stories tous les jours, ça ne va pas être moi. Parce que je ne vais pas m'amuser à me connecter sur ton Insta et moi-même faire les stories, non. Ça va être vraiment des professionnels, c'est leur métier, ils sont prestataires, ils travaillent avec nous, on travaille ensemble, c'est un partenariat. Et aujourd'hui, bah, ça peut que rouler. Alors moi aujourd'hui, et là je te le dis en tant que grand frère et puis avec mon expertise, il faut avoir les meilleurs. Il faut avoir les meilleurs. Et ça, c'est très simple d'avoir accès aux meilleurs. C'est très simple d'une façon de comment toi, tu vas aller chercher les meilleurs. Moi aujourd'hui, par exemple, dans le club que j'ai créé, où on a créé un écosystème sain pour les adhérents, pour mes horlogers, grande pensée à eux, qui sont de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et je veux, moi en tout cas, demain, tu pourras compter sur moi, en tout cas pour Force de Frappe. Donc les gars, Force de Frappe, ce ne sera pas de la rigolade. C'est que moi, demain, ce que je veux, c'est que tu m'appelles. Écoute, Chef Hassan, là, j'ai un client qui est dans la restauration. OK, le club sera là pour toi et tous mes prestataires de services et mes partenaires seront à la disposition de Force de Frappe. Et là, je vais te dire, écoute, avec nous, ce qui va se passer, Force de Frappe, on fera un partenariat parce que j'aime la dynamique et j'aime les frérots qu'ils ont.
cette niaque, c'est l'envie de faire, et qui font surtout, parce que vous êtes en train de faire, c'est de te dire, écoute frérot, on va pas te casser la tête. Sur les photos pour te produire, pour faire une carte, ou pour les écrans, c'est lui. Lui, les meilleurs. Voilà, tu as accès, c'est un certain prix, explique-le à ton client. Mais moi, je vais te donner accès. Pourquoi j'insiste sur ça, Bilal? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai analysé le business. Comme c'est un monde que je ne connaissais pas, le digital, je faisais confiance à tout le monde. Et je payais. Mais je voyais qu'au final, purée, moi-même, je fais mieux. Dans certaines choses, toujours en community management, je me disais, bon, j'ai payé dans le vent. Ma'alish. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et là, et c'est pour ça que je dis, je vais être dur. C'est qu'aujourd'hui, il faut chercher à être l'élite, l'excellence et les meilleurs. Et les meilleurs, en général, ne sont pas forcément. Il y a, et je respecte ceux qui ont fait des études, qui ont des diplômes. Moi, j'ai des gens, même au sein de mes partenaires et de mes adhérents, qui ont fait de longues études dans leur domaine et qui cartonnent aujourd'hui. Mais je vois qu'à 80%, les meilleurs, ce sont des mecs du terrain, des passionnés, des artistes, des tueurs et des mecs qui ont cru dans leur projet. Alors moi, aujourd'hui, je dis ça pourquoi? Parce que je veux vraiment que force de frappe cartonne. Je veux que force de frappe demain, voilà, que ce soit une des références aujourd'hui. J'en ai marre de toutes ces personnes qui viennent et qui prennent, on va dire, personne ne prend le pain de personne, parce que chacun a sa subsistance, mais qui vont venir un peu faire de l'ombre à certains qui ont vraiment la niaque, c'est le terrain. Quoi qu'il arrive, il y aura une sélection naturelle faite par Allah Azzawajal, où tu auras à un moment donné, si tu travailles régulièrement, proprement, avec le bon comportement et dans la droiture, ta place. Mais il y a un moment donné où je pense que c'est notre job, un peu aux anciens comme moi, de se dire, voilà les gars, regarde Bilal sur ça. Au même titre que demain, tu me diras, chef, sur tel secteur, c'est lui le meilleur et nous l'avons chez nous. Ah, déjà, c'est un plaisir ce que tu me dis là. Donc aujourd'hui, nous, notre but, c'est d'être les meilleurs. Donc forcément, on va essayer de travailler avec les meilleurs et on se doit de travailler avec les meilleurs. Parce que comme tu dis, si tu veux être l'élite, tu dois travailler avec l'élite et proposer tes services à l'élite. Aujourd'hui, une personne qui veut réussir, c'est une personne qui n'a pas peur d'investir dans de la qualité. Donc aujourd'hui, nous, c'est vraiment ça qu'on essaye d'apporter. C'est vraiment de vous proposer à vous un service de qualité, un travail fait dans les temps, donc fait comme vous le souhaitez et avec les meilleurs outils possibles. Donc aujourd'hui, nous, c'est ça notre but, Hassan. Et c'est vraiment en fait d'apporter un nouveau système, de créer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, les tâches répétitives en tant que gérant d'entreprise, bon, je sais très bien, c'est migraineux. À la fin de la journée, tu as fini ta journée, tu es fatigué. Aujourd'hui, le service de secrétariat, c'est quelque chose de très long. Aujourd'hui, un entrepreneur, il n'a pas le temps de prendre tous ses calls lui-même. Il n'a pas le temps de lui-même gérer ses réseaux sociaux, de faire ses rendez-vous commerciaux, de faire sa compta. Une journée, c'est 24 heures. Comme tu aimes bien le dire, une journée, c'est 24 heures. On n'a que 24 heures. Donc aujourd'hui, 24 heures avec une équipe de 20-30 personnes qui vont pouvoir se dispatcher ces 24 heures-là, c'est pas la même chose qu'une seule personne qui va faire un travail monstre et qui va mal dormir la nuit. Bien sûr, là, tu reviens, tu me confirmes une chose, c'est qu'un réel entrepreneur, moi je pense en tout cas, j'ai mis du temps à le comprendre et à franchir le pas, c'est un vrai big boss aussi, c'est quelqu'un qui sait déléguer et qui sait comment déléguer et qui payer pour déléguer. Exactement. Aujourd'hui, il faut faire un calcul, c'est le calcul de ton capital temps contre ton capital argent. Aujourd'hui, un gérant d'entreprise, peut-être que la somme qu'il va investir pour déléguer ce temps-là, peut-être qu'il va lui permettre en fait de développer potentiellement un nouveau business ou potentiellement d'aller décrocher des nouveaux contrats, des nouveaux partenaires, peut-être aller se faire connaître par d'autres personnes et gagner encore plus d'argent. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, nous, ou qu'on a eu du mal à comprendre, on a eu du mal à mettre dans nos mœurs. Aujourd'hui, les plus grosses boîtes, c'est ce qu'elles font. Les tâches qu'elles n'aiment pas faire, les tâches qu'elles ont du mal à faire. Moi, aujourd'hui, par exemple, je sais que j'étais très, très, très à l'ouest au tout début dans tout ce qui était administratif, parce que je n'avais jamais fait ça. Moi, à la base, comme je t'ai dit, je suis un commercial terrain. Je suis quelqu'un du terrain, j'aime bien discuter avec les clients. J'avais du mal avec tout ce qui était administratif. Donc, sauf que dans le domaine de la formation, malheureusement, tu n'as pas le choix. Et finalement, tu prends une secrétaire, tu te formes toi aussi pour vérifier ce qu'elle fait. Et après, ça roule. Ce temps-là que tu gagnes, c'est du temps que tu gagnes à aller chercher d'autres clients. C'est vrai, c'est ça. Tu me l'expliquais sur le domaine de la formation aujourd'hui sur le territoire français, où je te voyais sur 3-4 appels. Ouais, Quentin, tu as signé ton contrat. Ouais, ton contrat. Ouais, le papier. Ouais, il faut envoyer ça. C'est l'administratif aujourd'hui qui régule aussi. C'est la réalité. Au même titre que pour te lancer dans ton business, il y a une chose, moi, que je répète toujours aux entrepreneurs, c'est que tu dois adapter tes ambitions à la hauteur de ton budget.
Parce que si tu vas adapter, bah, tu vas vouloir que ce soit ton budget qui s'adapte à la hauteur de tes ambitions. Des fois, ça ne va pas. Si tu as 10 000 euros et que tu veux monter un restaurant qui en réalité en vaut 100 000 euros, tu n'iras pas loin. Mais si ton ambition, tu dis, écoute, je vais adapter mon ambition à hauteur de mon budget, là, tu vas gagner du temps et tu vas avancer. Et ben, à ce même titre, tu dois être carré dans tout ce qui va être logistique, juridique, digital. Et en vérité, c'est là où moi j'ai kiffé, pour ça que tu as invité aujourd'hui, le concept de force de frappe. Et il faudra faire avec. Maintenant, on arrive à la fin de ce podcast. C'était vraiment très attrayant et passionnant. J'ai une coutume, moi, c'est de demander à mes invités. Alors toi, ça va être dur parce que tu es jeune. Ouais. Alors tu as vu, je demande toujours, quel conseil donnerais-tu aux jeunes Bilal, mais tu es jeune. Donc moi, exceptionnellement aujourd'hui, je te demanderais, quel conseil donnerais-tu tout simplement à un jeune comme toi? Aujourd'hui, moi, le conseil que je peux donner à un jeune comme moi, c'est faut vraiment apprendre à cultiver la passion et faire ce qu'on aime. Aujourd'hui, il ne faut pas s'imposer une charge mentale lorsqu'on se réveille, qu'on va au travail ou peu importe, ou qu'on est entrepreneur. Faites ce que vous aimez et n'écoutez pas les gens. Donc aujourd'hui, on dit que la vie des gens représente la vie des gens. Donc aujourd'hui, inspire-toi des personnes qui sont plus grandes que toi. Prends les conseils des personnes qui sont au-dessus de toi. N'écoute pas les détracteurs et allez au bout de vos rêves. C'est magnifique. Moi, je dis toujours, je ne suis pas partisan du rêve, mais je suis partisan de faire. Exactement, on dit que l'action efface le doute. Voilà. Et j'interviens le 5 décembre dans la commune de Saint-Ouen pour la BPI France. Je serai aussi membre du jury pour MyCreo Academy. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse. Mais je vais dire, comme je le dirai sur la scène, à tous ces entrepreneurs qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. En fait, la règle d'or pour moi dans l'entrepreneuriat, vous voyez le niveau avec quoi on bâtit un mur, la boule d'air au centre? Eh bien, il faut être dans le juste milieu dans tout. Ne pas être le meilleur dans tout, mais être dans le juste milieu, dans la globalité de ton projet. Ne rêve pas trop, ne cherche pas trop de moyens, mais trouve l'équilibre qui te permettra de vivre et de faire vivre ton business. Et surtout, si tu as des zones d'ombre ou des questions, efface-les par l'action. Car le chemin est long, mais il ne commencera pas tant que tu n'auras pas franchi le premier pas. Et c'est très important. Et aujourd'hui, j'aime parce que tu fais. Et j'espère qu'on vivra assez longtemps pour voir où cette histoire va mener. En tout cas, barakallahu fik, merci à toi Bilal. Ouais, Fik, merci d'être à venu toi. avec moi, c'était un très bon moment. Et voilà, mettez le pouce, abonnez-vous, partagez. Parce que cet épisode, il est monumental. On a un jeune de 21 ans. On est papa. Moi-même, j'ai un fils de 19 ans. Et aujourd'hui, on se doit de partager. Partageons. Montrons cette jeunesse qui se prend en main et qui essaye de devenir un futur exemple pour les futures générations qui entreprennent. Partageons cet épisode un maximum. Et merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Et puis, bienvenue pour le prochain épisode de Mon Petit Grain de Sel. Le moment où ces personnes atypiques ont mis cette petite pincée pour exhauster leur vie. Merci à vous. À la prochaine avec un nouvel invité. Je vous laisse la surprise.